Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans une nouvelle émission de Lumière intérieure. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir un comédien, scénariste très connu, humoriste qui nous fait beaucoup rire, Frédéric Bourali. Bonjour Frédéric Bourali. Bonjour Bénédicte. Bienvenue bonjour. sur KTO. Merci beaucoup, bonjour. Merci de venir nous rencontrer. Je suis ravi d'être ici. Alors vous êtes célébrissime sous le nom de José, à tel point que les gens généralement se trompent et vous appellent José, n'est-ce pas? Aussi, oui, quand vous dites célébrissime, vous faites peur déjà. Je vous fais mettez peur, la barre hein. un peu haut. Genre, vous savez, je suis très, très prudent par rapport à toutes ces choses-là, stars, célèbres. Disons que les gens me connaissent. Voilà, Les parce gens que je suis connaissent souvent à votre la télévision, visage. voilà. Dans Puis cette je suis- série, donc peut-être vous pouvez dire un mot pour nos Oui, téléspectateurs. scène de ménage, mais c'est un Ouais. bonheur, ça fait 17 ans, vous vous rendez compte? Ça fait 17 ans. En fait, je me rends compte du temps qui passe avec Valérie, ma camarade qui fait les Ouais. On s'en rend compte grâce à nos enfants qui grandissent. C'est-à-dire qu'il y a 17 ans, je me dis, ah ouais, mon fils, il y a 17 ans. Ah oui, c'est comme ça qu'on s'en rend compte. Parce qu'en fait, on ne tourne pas beaucoup. On tourne que 2-3 jours par mois, et encore, même pas. Là, à ce moment-là, je crois qu'on tourne que 2 jours. Donc, il n'y a pas d'usure. Quand on se revoit, c'est toujours un plaisir. Oui, c'est pas une fois par semaine, pas... Non, c'est très peu. C'est intense, les journées sont très intenses, mais c'est très peu, en fait. Donc c'est un bonheur pour nous, parce que, et en plus c'est nous qui choisissons les textes et tout ça, donc c'est une production très... C'est un grand luxe dans la manière de travailler. Oui. C'est On nous impose une pas les application textes. énorme, oui. Et voilà, donc c'est un grand plaisir. Voilà. Et alors vous vous définiriez comment, Frédéric Bourali? Par rapport à quoi? Par rapport à moi-même, Oui, je suis là. vous êtes là, vous nous faites le cadeau d'être là. C'est ça, c'est comme ça que je peux me définir. Je me définis par moi-même, par les âges qui est derrière moi, c'est tout ce qui s'est passé derrière moi. Et quand je dis je suis là, c'est un côté un peu, c'est pour faire un petit peu le malin. Mais je dis ça parce que depuis pas mal d'années, depuis de nombreuses années, j'ai appris à être là quand il fallait être là. Là, je suis avec vous en ce moment. Je ne suis pas dans une heure, je ne suis pas il y a une heure. Si vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà, je suis là. Vous avez la grâce du moment présent. Oui, on peut appeler ça de la grâce, oui, si vous voulez. La grâce, c'est bien prétentieux. Je fais ce que je peux, mais je suis là. Je vous écoute. Et être comédien, c'était votre rêve? Oui. Alors, ça a été mon rêve. Je vous raconte un peu ça? Si vous voulez. Oui, parce que ça me définit un peu. Ouais. Quand j'étais vraiment gamin, j'étais extrêmement timide, mais maladivement timide. Je doutais énormément de moi. Je me suis un peu soigné, mais ça continue. Hein. J'avais des raisons à ça, qui me sont personnelles, que je ne dévoilerai pas là, mais je doutais beaucoup de moi. Un entourage qui ne m'aidait pas beaucoup. Et j'ai eu la chance, je dois tout à l'éducation nationale. Et ça, j'aime bien le dire, pour ceux qui nous écoutent, pour les jeunes qui nous écoutent. Des fois, à l'école, il se passe des trucs formidables. Hein. Je rencontre un prof, c'est assez classique, je rencontre un prof de français, je dois avoir 12-13 ans, qui me fait découvrir ce que c'est que la littérature. C'est-à-dire qu'il me fait découvrir qu'il y a des gens qui écrivent des choses, ou qui pensent à des choses, sur un monde que je pense connaître, moi, du haut de mes 12 ans, que je ne connais pas, en fait. J'ai d'autres yeux qui arrivent. Et je bouffe ça. Je bouffe je la bouffe. Je me revois encore, je suis gamin, je cours. Mes parents, en plus, mes parents, les pauvres, la littérature, la culture, tout ça, c'est pas un monde du tout c'est un monde qui leur était étranger. Je vous avais entendu dire que chez vous, les livres, on les calait sous les meubles. C'est un peu ça. Oui, c'était joli. C'est un peu ça. Mais oui, c'est ça. Ça sert à caler quelque chose, de toute façon. Toujours. Et vous avez une sorte d'éblouissement d'enfant pour la littérature. Vous aviez 12 ans. Et ouais, à peu près. 12-13 ans. Et de là, en lisant la littérature, je lis des livres, je lis du théâtre. Et la première pièce qui me fait rire et pleurer, mais vraiment, c'est Cyrano de Bergerac. Ah. Je tombe pas moison devant cette pièce que je crois comprendre, que j'ai compris plus tard. Mais j'en avais compris l'histoire d'amour merveilleuse. Et j'en avais compris ce personnage avec un grand nez qui est moqué par tout le monde et qui fait sa place dans le monde quand même. Et qui rejoignait votre timidité au fond. Et il se trouve que c'est physique. Mais c'est vraiment, quand je dis c'est physique, c'est purement physique. Et c'est très difficile. C'est difficile à analyser. Je mets le pied sur scène, parce qu'il avait un cours de théâtre. Je mets le pied sur scène. Je m'en souviens très très bien. Hein. Ça remonte à... Et vous deviez jouer quoi? Oh, je sais plus, une petite pièce. Par contre, je sais plus.
c'est le fait de me mettre sur scène. Et là, d'un seul coup, ma vie change. Ma vie change, mais vraiment. Je me dis, là, j'ai le droit. J'ai le droit d'être là. Là, moi qui suis timide en dehors, là, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'être nul, j'ai le droit d'être drôle, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de tout. J'ai tous les droits. C'est un acquis. C'est-à-dire que c'est un code. Et vous n'êtes plus timide, vous n'avez plus peur? Sur scène, non. Mais dans la vie? Alors j'ai eu peur, on a toujours peur le soir de la première, on a peur le moment du spectacle, quand on a répété, parce qu'on veut faire bien, parce que c'est vertigineux. Là en ce moment je joue un spectacle avec Eric Logérias, on joue... Les grands enfants. Les grands enfants, voilà, c'est ça. C'est vertigineux, quand le rideau se lève, pendant 1h30 on est tous les deux, et on sort pas de scène, donc c'est dingue. Et j'avais fait ça l'an dernier aussi avec une amie, une comédienne extraordinaire, Christelle Reboul, avec qui j'avais joué une pièce qui s'appelait Ave César. On n'était que deux, c'était une sorte de couple. On n'était que deux sur scène. Je peux vous dire que c'est vertigineux, parce que c'est qu'une prise. Hein. C'est pas comme au cinéma ou à la télévision. Il n'y a qu'une prise. Et il n'y a qu'une prise dans le sens, pas seulement de choses à raconter, il n'y a qu'une prise sur un moment qui dure 1h30 ou 2, où 1000 sentiments vont devoir être incarnés face à des gens qui sont dans la salle. Et c'est vertigineux parce que alors on peut tricher, hein. On peut tricher. Moi j'ai fait ce choix-là depuis très longtemps de ne pas tricher sur scène. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire on peut tricher? Il y a des astuces au théâtre, il y a des... Pour avoir l'air triste, oui, pour avoir l'air... Oui, enfin, l'air ce que vous voulez, ouais. ou faire ce que vous voulez. Mais il y a des astuces, il y a des... Ouais, oui. Il y a des ficelles, il y a des choses comme ça. Et vous ne les utilisez pas? Je les fuis. Ah oui, pour être authentique. Je les fuis. Mais ça, c'est grâce à des professeurs que j'ai eus qui m'ont appris ça. Grâce aux partenaires, j'ai fait des rencontres merveilleuses avec Gérard Lanvin. Enfin, j'ai fait des rencontres merveilleuses. J'ai rencontré des acteurs, et pas que des acteurs. J'ai rencontré des peintres, des musiciens. Je connais beaucoup d'artistes qui sont à nu, hein, qui sont des gens intègres, qui ont... Alors bien sûr, au théâtre, il y a quand même une part de technique, je dirais, entre guillemets, tout simplement parce que il se trouve qu'on est sur une scène et que le public, il est là, il n'est pas derrière. Donc, il y a une manière de projeter la voix, mais ça vient en dernier. Je dirais, c'est des choses qui s'apprennent. Mais... Donc, quand vous dites ne pas tricher, ça veut dire vivre cette émotion authentiquement maintenant. Et toutes les émotions du personnage. Avec Valérie, c'est ma camarade qui fait Liliane Carcenti, c'est pareil, on vit la même chose. Il ne faut pas croire, hein, dans scène de ménage, on fait rire, mais on fait rire parce qu'on est sincère. C'est-à-dire quand mon personnage de José pleure parce que, pour une bêtise, ce qui est bien, c'est de pleurer vraiment. Ouais. Sinon, c'est pas drôle. Si je fais semblant, bon, on va dire, la situation est rigolote, on peut sourire. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il soit désespéré pour quelque chose de bête, ou de dérisoire, ou de sans intérêt. C'est ça, la drôlerie. Donc ça veut dire que tous les sentiments sont dans votre âme. Ouais. Et obligatoirement, c'était là, quand on fait ce métier-là, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de pleurer. Hein. Ça, c'est sûr. Et donc, vous avez une sorte de don de compassion ou d'empathie pour comprendre les sentiments. Ouais. Certainement. Ouais, certainement. Mais je parle avec prudence, parce que dire j'ai le don de compassion... Oui, non, ce serait grossier. C'est moi qui vous le dis. Oui, c'est vous qui vous le dites, ça va. Ça je suis va. tranquille. Mais, vous n'auriez pas pu, je suis d'accord. Et oui, parce qu'il faut être très humble par rapport à ça. Hein. Oui. En tout cas, vous sentez les situations, les personnes. Oui, que j'ai toujours eu, oui. J'ai toujours eu ça. Toujours eu ça. Même des sentiments qui vous sont très étrangers? Personnellement, vous savez, moi, ce que je pense, c'est que chez tout le monde, tous les sentiments, je pense qu'on est avec tous les sentiments du monde. Ouais. Et que quand on commence à grandir, à cause de l'éducation, à cause de soi-même, de la vie, etc., on perd certainement des choses. Et en fait, nous, dans notre métier, on dit jouer, hein. Et dans notre métier, on passe notre temps à retrouver ce qu'on a vécu pendant l'enfance. Ah, c'est étonnant. De retrouver la naïveté, de retrouver la fraîcheur de ce qu'on a vécu, des yeux grands ouverts, où tout était nouveau, où tout faisait peur, où tout est pas seulement merveilleux, hein, mais où tout était, tout arrivait sans filtre, sans le filtre d'une éducation, sans le filtre des choses de la vie, ou même des choses bien, mais sans filtre.
Et Sans on passe son comprendre temps, aussi, en souvent. fait, à passer, en tant qu'acteur ou en tant qu'artiste, souvent, on passe son temps à essayer de retrouver cette fraîcheur-là, cette innocence. Alors, c'est une phrase qui n'a aucun sens, en fait, ce que je viens de dire. Dire, retrouver son innocence, c'est trop tard, je ne l'ai pas. Le dire, déjà, c'est trop tard. Mais on y arrive. On arrive. Alors justement, le paradoxe, quand je disais TTC, travail, talent, chance, le paradoxe, c'est qu'il faut beaucoup travailler. Ça, c'est une chose que c'est. Il faut beaucoup, beaucoup travailler. Par exemple, au théâtre, là, je joue une pièce, il faut beaucoup, 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 beaucoup travailler le texte, les situations, travailler avec son partenaire, etc., pour être libre. Il faut travailler beaucoup pour ne pas... que le travail, il est derrière, il est fait. Mais pour le moment où je vais parler à mon camarade, où mon personnage va parler au personnage d'en face, Il jaillira. je suis libre. Je n'ai pas de préconçu. Je n'ai pas ça serait, nous, avec Eric, là, mon camarade Eric, ou avec Christelle, avec qui je vais jouer la dernière fois, ce n'était jamais la même chose. C'était le moment. Alors, on jouait quand on devait être parce que la situation faisait qu'on était en colère, qu'on devait se dire « je t'aime », ou enfin, toutes les choses de la vie qui étaient proposées par l'auteur, on les faisait. Mais c'était pas tout le temps la même colère. Le mardi, c'était une certaine colère. Le mercredi, c'était la colère aussi, parce que c'était ce qu'il racontait. Mais c'était la colère du moment. Et ça, et souvent, j'ai des amis qui sont venus plusieurs fois voir les spectacles. Ils disaient « ah ouais, mais... » qui redécouvraient des choses qu'ils n'avaient pas vues là avant. Ouais, parce que c'était jamais la même chose. Ouais, c'est la même chose. C'est très important, parce qu'il faut que... il faut être... Bien sûr, il y a une générosité à avoir par rapport au public, mais il faut être honnête. Ouais. Il faut être honnête par rapport au public. Alors, c'est-à-dire, les gens, ils ont payé, ils ont pris le métro, ils ont pris leur bagnole, ils ont Ouais. payé des visiteurs, ils ont payé la place, ils viennent s'asseoir, ils viennent me voir sur scène. C'est un contrat. Ils viennent me voir sur scène. Donc moi, c'est la moindre des honnêtetés, ouais, par respect, par délicatesse. d'avoir beaucoup, beaucoup travaillé, parce qu'il y a ce qu'il faut faire, mais d'être Et là. pour se donner. Ouais. Alors maintenant, deuxième partie de cette émission. Vous allez rester dans la pièce et m'entendre juste par la voix, vous donner des mots que vous allez commenter. Des mots comme ça. Je les ai préparés. Ah, d'accord, mais je veux dire, c'est des mots qui ne sont pas liés à la pièce ou à moi ou... Bah si, j'ai quand même essayé qu'ils soient liés à vous. d'accord. Ok. Mais peut-être que je me suis trompée, mais je ne suis pas sûre. Vu le début de l'émission, je crois que je ne me suis pas trompée. D'accord, très bien. Très bien. Donc voilà, et puis après je reviens. Ah bon, d'accord. Et vous partez là? Je pars. Bon, d'accord. Je vous ok. laisse avec les mots. Mais j'ai pas peur. Hein. Et après je reviens. Non, C'est je crois que mieux, vous c'est avez mieux pas avec... peur. Moi, je vous dis, hein, ce que j'aime bien, c'est le partenaire. Alors, si vous n'êtes pas là, mais je ferai avec. J'ai compris le principe. Vous inquiétez pas. J'ai compris tout le de principe. suite. Je l'accepte. À tout de Tout va suite. bien. À tout de suite. Nous sommes dans Lumière intérieure et nous avons la chance d'entendre ce soir Frédéric Bourali. Alors le premier mot, vous avez déjà beaucoup parlé de ça, alors j'étais très inquiète parce que vous allez voir, mon premier mot, en pensant à vous, c'était rencontre. Vous m'avez bien eu, hein? Bah oui, mais là, bah écoutez, c'est moi, hein. Comme quoi, voilà, vous avez deviné aussi. La rencontre, ouais, c'est la base de tout pour moi. Alors j'avais en effet entendu cette histoire de professeur et c'était de ça dont j'avais envie que vous nous parliez. Vous nous en avez déjà parlé, mais je sais aussi que la rencontre avec Annie Girardot a été déterminante pour vous. Est-ce que vous voudriez nous en dire un mot? Oui, c'est la seconde étape de ma vie d'artiste, d'homme et d'artiste, de jeune homme à cette époque-là et d'artiste. C'est que le temps passe, voilà, je fais quelques cours de théâtre, tout ça. Je sais que c'est ça que je veux faire. Je ne ferai jamais rien d'autre. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne ferai jamais rien d'autre. Alors après, c'est des mots, quand on a 15 ans, on est fou, on se dit, ma vie, ça sera ça. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien du tout, on fait ce qu'on peut. Il se trouve que j'ai eu la chance de faire effectivement que ce métier-là. Mais des fois, on n'y arrive pas. Hein. Ça serait trop simple. Hein. Il ne suffit pas de dire « je veux » pour que ça marche. Ça, c'est du blabla, ça, c'est pas vrai, malheureusement. Et le temps passe, pas beaucoup de temps passe, genre 16-17 ans, par là. Je m'intéresse vraiment. Et là, je suis à Mâcon et il y a les gens qui s'appellent les animateurs socioculturels, ça s'appelait comme ça. Ils m'avaient pris un peu sur l'oreille, j'avais pas un rond moi pour aller au théâtre. Et je rentrais gratuitement au théâtre, en gros, c'est ça. Je faisais rentrer. Et je bouffais du théâtre. Et un jour, il y a Annie Girardot qui vient,
et qui joue une pièce extraordinaire qui s'appelle Madame Marguerite. C'est l'histoire d'une institutrice, enfin c'est extraordinaire. C'est à l'époque où Annie Girardot était une grande star, vraiment. Et ils me disent, bah, si tu veux, dans 5 minutes, tu peux passer dans sa loge 5 minutes, discuter avec elle. J'étais très timide, mais j'étais plus passionné par le théâtre que timide, déjà. Donc je suis passé au-dessus de ma timidité, j'y suis allé, j'ai frappé à sa porte, ils m'ont fait rentrer. Et en fait, je suis resté 2 heures dans sa loge. Ah, magnifique. Ouais, parce que elle devait avoir rien. Je sais ce que c'est que les tournées. Elle devait avoir rien à faire à Mâcon. Et puis elle a vu ce jeune garçon fou de théâtre. Elle a dû. J'ai senti dans son regard. Elle a été touchée sûrement. Ah, je sais qu'elle a été touchée parce que elle s'est posée. Elle dit pose-toi, enlève tes affaires, on va parler. Et pendant 2 heures, elle m'a raconté sa carrière, comment faire du théâtre, comment prendre des cours, où en prendre, comment faire, quels sont les plus grands conservatoires. Et il se trouvait que la chance que j'avais, c'est que je disais TTC, un travail talent chance. Et à côté de Mâcon, il y a donc Lyon. Et à cette époque-là, le conservatoire de Lyon, comme le conservatoire de Paris et de Strasbourg, c'était des conservatoires très importants. Vraiment très importants. C'était difficile d'y rentrer, mais c'était très important. Donc elle m'a fait prendre des cours de théâtre, d'autres cours à Lyon. Je me suis dit, j'y allais en stop. Donc elle vous a indiqué les adresses, c'est ça ouais, que vous voulez les dire? Adresses. Elle m'avait filé les adresses de toutes ses camarades qui étaient à la Comédie Française à l'époque. C'était incroyable. C'est du délire, ouais, c'est extraordinaire. Et là, vos parents étaient au courant cette fois-ci? Pas tant que ça. Ah oui? Mais ils pensaient que vous faisiez quoi? Ils ont su tout ça après. Bah, ils savaient que j'allais au théâtre souvent, mais ils ne savaient pas que j'avais rencontré Annie Girardot. Et puis je crois que j'avais 16 ans et demi quand je suis parti de chez mes parents. On habitait en colocation entre étudiants. Ils m'avaient laissé faire ça. Ça, je les remercie d'ailleurs. Et voilà, donc... et puis j'ai pris des cours pendant quelques mois et j'ai passé le concours du conservatoire. Alors après, les concours, il faut les avoir. C'est ça, c'est un peu le truc aussi. Hein. Voilà, j'ai eu le concours du conservatoire. Et puis après, donc, j'ai rencontré plein d'acteurs formidables. J'ai rencontré plein de gens formidables. J'ai fait des cours d'escrime, de chant. D'ailleurs, je me souviens très bien qu'il y avait un prof à Lyon qui m'avait dit écoute, il faut que tu chantes l'opéra. Ah bon, tout ça. Bon, moi, je commençais à jouer la guitare déjà, un petit peu, beaucoup. Je continuais, là, je joue beaucoup de guitare. Et puis, il y avait un autre cours qui était célèbre en France, je dis bien en France, qui était tenu par un homme merveilleux qui s'appelait Jean-Louis Martin-Barbaz, qui avait un cours à Paris où tout le monde, et il venait de Lyon, c'est pour ça qu'il était célèbre, on savait que c'était le personnage à aller voir. On appelait ça un maître. Et j'y suis parti en stop à Paris pour aller dans ce cours. C'est pareil, il fallait passer une audition, mais là, toute la France venait, là, il prenait que 20 élèves. Et donc on le rencontrait et le but, c'était qu'il nous remarque pour qu'il nous prenne comme élève. Mais il fallait passer le concours. Il fallait passer l'audition. Ouais. Et c'est pas qu'il nous remarque, il fallait passer l'audition. Et j'ai eu l'audition. Et comme il était metteur en scène, il m'a engagé dans ce spectacle, voilà. Donc ça, c'est la chance. Et puis après, voilà. Et puis là, vous aviez le pied à l'étrier. Voilà. Mais je l'avais déjà... Oui, j'avais vraiment le pied à l'étrier. Effectivement, quand vous dites le pied à l'étrier, mais vous savez, hein, les étriers, il y a les chevaux aussi. Hein. Il y a les courses. Ouais, c'est difficile. Mais j'ai eu cette chance-là de toujours travailler. Et puis, depuis 30-35 ans, je travaille beaucoup. J'ai de la chance, là. Oui, j'ai beaucoup de chance, je travaille beaucoup. Et vous n'étiez pas inquiet dans toutes ces étapes? Parce qu'en vous entendant, on comprend qu'à chaque fois, c'est quand même un défi. Et que alors, je peux vous dire une chose, c'est que tous les jours, alors c'est pas l'inquiétude, oui, l'inquiétude, mais tous les jours, on met tout à zéro. Hein. On sait que c'est pas gagné, hein, tous les jours, en fait. Quand je dis tous les jours, c'est pas un mot, c'est réel. Parce que moi, là, par exemple, j'ai fait beaucoup de choses là aujourd'hui, mais par exemple, au théâtre, avec mon pote Éric Logérias, là, je peux vous dire que quand le rideau se lève, on a beau avoir une carrière longue comme ça, on a fait beaucoup de choses. Chaque jour est une page blanche, en fait. Ah, complètement. Mais vraiment, c'est jamais gagné. Avec Valérie Carcenti, ma camarade de scène de ménage, ça fait 17 ans qu'on fait cette série. Bon, je vous disais tout à l'heure que bon, on se voit pas souvent, mais je peux vous assurer que quand on va là-bas, on n'y va pas les mains dans les poches, on va pas au bureau parce que ça marche. Non, c'est exactement l'inverse. On y va, je peux vous dire qu'on bosse comme des chiens. Je peux vous dire qu'on a bossé et on vient pas en tremblant. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais en se donnant à fond. C'est pas gagné. Mais de toute façon, il suffit de faire ce métier-là pour se rendre compte qu'autour de moi,
c'est jamais gagné. Le cinéma, vous savez, j'ai la chance, j'ai fait un film il n'y a pas longtemps. Le cinéma, c'est cruel, le cinéma. On met longtemps pour faire un film. On met 3, 4, 5 ans, des fois plus. Et puis des fois, le film, il reste une semaine à l'écran, parce que les gens n'y vont pas. C'est un métier très, très cruel, très difficile. Mais c'est le mien. Voilà, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est ma vie. Alors, vous avez joué beaucoup de classiques. Vous avez parlé tout à l'heure de Cyrano de Bergerac. Est-ce que vous auriez envie de nous dire un personnage que vous avez incarné qui vous a particulièrement touché? Oui, il y a longtemps, vous savez, le personnage qui me touche, c'est celui que je joue en ce moment. Je vais toujours vous dire, mon rêve, c'est le spectacle qui vient après. Tout ce qui est derrière, c'est derrière, en fait. C'est formidable, hein. Mais j'ai pas de nostalgie. Moi, ce qui me passionne, j'ai mis le projet, c'est ce que je vais faire après. C'est ça qui me passionne. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Ou même le truc du jour. Mais c'est vrai qu'il y a un rôle, il y a beaucoup de rôles. J'ai eu cette chance-là, beaucoup de rôles qui m'ont marqué. Il y en a un, si on pense par jeu entre nous, là avec vous, il y a longtemps, c'était Octave dans Les Caprices de Marianne. Qui est un personnage totalement désespéré de la vie. Alors c'est génial parce que Musset, quand il l'écrit, je crois qu'il a 22, 23 ans. Et donc le personnage d'Octave est à cet âge-là, sauf qu'il a l'âme d'un mec de 50 balais, qui a tout vu, qui est désillusionné. Désillusionné de la vie, de l'amour, du rapport avec les autres, des rapports humains, qui est vraiment, alors là... mais à jouer, c'est absolument démentiel, c'est vertigineux. Cette langue est tellement belle, tellement magnifique, tellement elle vous porte, elle vous transporte ailleurs. C'est extraordinaire. Mais c'est de toute façon les grands auteurs, hein, c'est ça. Alors le deuxième mot, Frédéric Bourali. Le deuxième mot... C'est Frédéric Bourali? Oh bah non, si c'est ça le deuxième mot, bah non. Ça aurait été rigolo, remarquez. Non, le deuxième mot, c'est couple. Ouais. Ah, ça, c'était quand même évident, non? Bien sûr. Mais de toute façon, rencontre, couple, tout ça, ça va avec. Hein. Oui, bien sûr. Moi, j'ai avec ma femme depuis 35 ans. On s'est mariés il y a 10 ans seulement. Oui, couple, oui, bien sûr. Ouais, couple, j'ai 2 enfants, ouais. Oui. Bah, couple, parce qu'on vous voit aussi incarner un couple quand même mouvementé. C'est vrai. Et on vous connaît comme membre d'un couple. Et c'est amusant parce que quelquefois, on entend des gens qui vous disent « Est-ce que vous ressemblez à José dans la vraie vie ?» Et vous dites « Ah ben non, sinon ma femme m'aurait déjà quitté. » C'est ça, mais parce que c'est la comédie. La comédie, vous ne pouvez être drôle que si vous vous trompez, que si vous glissez sur une peau de banane, que si vous avez des défauts, que si vous êtes moche, que vous êtes ridicule. Vous ne pouvez pas être drôle si vous êtes un homme parfait, sublime et sans aspérité. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration sur mes camarades femmes qui sont drôles et belles. Notamment comme ma camarade Valérie Cassinti, qui est une très belle femme, qui a un charme fou et qui est très drôle. Qui est très très drôle. Et pour être drôle, il faut... Et quand même, ouais, de l'ego, on en a toujours. Mais... de l'humilité. Ouais. Enfin... C'est très difficile. Hein, c'est toujours... De toute façon, quand on parle de l'humour, quand on parle de ce métier, très vite, on peut avoir l'air très prétentieux. Vous comprenez, pour être drôle, j'en sais rien, moi, en fait. Qu'est-ce que j'en sais? Ce que je constate, je peux dire, je constate que pour être drôle, voilà, il faut accepter l'idée de ne pas être parfait. Et oui, et c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre des histoires de couple sur scène qui sont très, très, très hommes-femmes, qui sont très, très intenses, très, très fortes, avec des grandes comédiennes. Et je le couple dans ma vie. Et puis c'est vrai que sur Scène de ménage, j'ai fait la rencontre d'une personne absolument magnifique, de quelqu'un. Je parle de Valérie. Je parle de Valérie Cassinti, c'est une grande rencontre, oui, c'est une grande rencontre artistique, et c'est quelqu'un, c'est une très très belle personne. De toute façon, ça fait 17 ans que ça dure, Scène de ménage, et si ça avait été quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas duré. Je serais parti où elle. Et alors pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps pour vous marier? La vie. La vie, on voulait se marier, je fais beaucoup de choses, ma femme aussi, les costumières, elle fait beaucoup de choses. Il fallait trouver le moment
où on arrêterait de courir partout, on serait libre pour fêter ça, quoi, avec les amis. Alors, ce qui a été merveilleux, c'est qu'en fait, c'était un hasard, hein, c'est pas volontaire. Ça, on a mis longtemps, hein. On a eu des enfants qui ont grandi. Et ce qui était génial, c'est de se marier en présence de ces enfants qui sont grands, en capacité de voir ce qui se passe. Ça, je peux vous dire qu'au niveau émotionnel, il n'y a pas mieux, hein. Il y a la naissance, quand ils sont nés, ça, voilà, comme ça, c'est basique, hein, mais c'est vrai, voilà. Mais quand vous vous mariez avec tous vos amis que vous aimez, parce que le temps a passé, ils vous connaissent depuis des années, et, c'est chargé, hein, Et d'ailleurs, c'est un ami en plus qui est maire du village où je me suis marié, qui est devenu maire du village, et qui nous a mariés, on vous rendez compte un peu ce que ça veut dire. Et il a fait un discours extraordinaire qui a duré 3/4 d'heure à la mairie. Lui, il me disait, écoutez, moi je suis maire, je suis au village, je suis maire, je fais ce que je veux. Donc c'était merveilleux, on a ri, on a pleuré. Il y avait, à ma place, où j'étais assis, il y avait 3 boîtes de Kleenex que j'ai vidées. Je pleurais, je riais. Un désastre, ce mariage. Un désastre. Et son discours avait été enregistré. Et en fait, des fois, je pense que j'y arriverai un jour. Je n'ai jamais pu l'écouter jusqu'au bout sans pleurer sans m'effondrer d'émotion, de joie. Hein, c'était des pleurs de joie. Et alors, qu'est-ce qui fait selon vous qu'un couple dure ? Alors là, il n'y a pas de toute façon, c'est comme pour le succès au spectacle, il n'y a pas de recette. S'il y avait eu de recette, tout le monde ferait la même chose. Voilà. D'abord l'amour, hein. Ça peut aider, hein, quand même. Hein. C'est pas mal, bien sûr, c'est pas mal. Hein. L'amour, c'est quand même bien. C'est bien. La confiance, ce qui fait qu'un couple dur. Bon, nous, je peux parler que du mien. Hein. Je serais bien incapable de dire un couple dur pour telle et telle raison. C'est pareil, ça serait bien prétentieux. Je pense même que ça serait assez con, en fait, de dire ça. Il faut être bête pour oser dire des choses pareilles. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, Cécile, ma femme, est une femme très indépendante depuis le départ quand on s'est connus. Ça compte. Ça compte chez les femmes, en 2025, hein, ça compte que vous soyez indépendante, dans le sens, pas pour être loin de l'autre, mais pour avoir sa vie à soi. Ça compte chez les femmes, c'est très important. Financièrement, d'être libre, de dire oui, de dire non. C'est ça, c'est à ça que ça sert d'être indépendant. Hein. Ça sert à pouvoir dire non. Parce que je sais la vie de ma mère, la vie de nos grands-parents, on sait, hein, les femmes, ce qu'elles ont subi. Alors parfois, elles ont fait des rencontres amoureuses formidables, mais c'est difficile pour les femmes de dire non. Voilà, c'est une des choses, l'amour, évidemment, une des choses. Et puis continuer à se surprendre, continuer à se surprendre. Oui, vraiment, à faire des. Ouais. Il se trouve que moi, ma vie, quand même, j'ai eu de la chance parce que ma vie d'artiste fait que quand même, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens assez exceptionnels autour de moi. Voilà, donc Cécile elle m'accompagne aussi là-dedans, mais elle, c'est pareil de son côté. Mais bon, elle est costumière, elle travaille sur le cinéma, télé, beaucoup, théâtre, tout ça. Et des fois, elle fait des choses, je ne sais pas ce qu'elle fait. Hein. C'est pas que je ne m'intéresse pas, mais elle fait très très bien son métier. Elle a un CV comme ça. Et pour notre couple, je dirais c'est ça. Et c'est grave les disputes ? Ouais, dans scène de ménage, il y en a en tout cas. Oui, bah, c'est le but. Ça s'appelle scène de ménage. Ça s'appelle pas tout va bien. Si ça s'appelait tout va bien, personne ne regarderait. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Et donc, ça vous semble pas trop grave qu'il y ait quelques disputes ? Bah, ça dépend pourquoi on se dispute. Ouais, mais de toute façon, il vaut mieux une dispute que se taire. Il faut dire les choses. Alors, parfois, évidemment, elles se disent un peu maladroitement, mais je crois qu'il n'y a pas pire que le silence. Le silence, c'est pas la même chose que la pudeur. Hein. C'est pas la même chose. La pudeur, on peut avoir beaucoup de pudeur puis s'engueuler. Hein. Et on peut être très impudique en se taisant, d'ailleurs. Parce qu'on peut se taire et on peut quand même voir chez les gens, sur un comportement, ce qu'ils pensent réellement, ou ce qu'ils pensent. Voilà. Donc,
c'est pas pareil le silence et la pudeur. Mais bon, et puis vous savez, toujours pareil, chacun fait comme il peut. Hein. Oui, ça c'est vrai. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors on va passer maintenant au 4e mot. Ah. Et ce 4e mot, c'est joie. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Les autres. Mais c'est pareil. Ça va être chiant. Hein. Moi, j'ai sans arrêt dire la même chose. Mais la joie, c'est vraiment la joie chez les autres, hein, en premier. Hein. Vraiment. Il n'y a pas de chose qui me rend plus heureux que de voir mes amis, les gens que j'aime, heureux. Mes enfants, ma femme, mes amis, les gens qui comptent pour moi, ma mère, enfin... parce que la joie, pour moi... je suis tellement gâté par la vie, je suis tellement gâté dans mon métier. Parce que, je dis, moi, mon métier, c'est ma vie. C'est-à-dire que c'est ma manière de vivre, mon métier. J'ai cette chance-là extraordinaire d'être payé à faire ce que j'aime, qui me passionne. Donc, je vis 24 heures sur 24 dans mon métier. J'en parle pas 24 heures sur 24. Il faut que je sois interviewé par vous pour en parler. Hein. Mais, avec mes amis, souvent, on n'en parle même pas, on parle d'autre chose. De la vie, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Mais j'ai cette chance-là, donc j'ai cette chance d'être dans la joie de réussir mon métier. Mais c'est pas un métier, c'est une passion, c'est fondamental. Le petit enfant de 12 ans qui met le pied sur scène et qui découvre que sa vie peut être sauvée, qu'il a le droit d'être là, c'est le même. Il a cette chance. Le petit enfant de 12 ans continue à se dire, avec le temps qui passe, oh là, on veut bien de moi encore. Donc cette joie-là, oui, pour moi, je la ressens comme ça. Mais vraiment... C'est la joie de trouver sa place dans le monde. Ouais. Oui. D'être accepté par les autres, ouais. D'être accueilli. Et puis Ouais. de donner de la joie aux autres. Par un spectacle, Oui. par un rôle. Exactement. Exactement. Hier soir, on a joué à Sorgues. Non, oui, c'est ça. Dans le sud de la France, à côté d'Avignon. Et vous savez, franchement, vous sortez de scène, quand les gens viennent et vous disent merci, mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça nous fait. Les gens pensent que, il a l'habitude. Oui, j'ai l'habitude, mais j'ai pas l'habitude. C'est un cadeau de la vie. C'était merveilleux. Les gens, dans la rue, moi, les gens, souvent, ils sont très bienveillants. Merci de nous faire rire. Merci, la vie est difficile, ma vie est difficile. J'ai des témoignages, j'ai des frissons quand je vous parle là. J'ai des témoignages de gens, des fois ça m'arrive de pleurer avec des gens que je ne connais pas dans la rue, parce qu'ils me disent des choses qui leur sont personnelles, parce que je pense que mon personnage aussi fait que les gens pensent qu'il y a une proximité possible. Avec vous. Vous n'intimidez pas trop, parce que ce personnage est accessible. Certainement, j'imagine. Je suis devenu un acteur populaire. Quel cadeau de la vie pour un artiste. Vous savez à qui est-ce qui m'a fait prendre conscience? Je savais que je suis pas très intelligent, je suis pas complètement con non plus. Il y en a un qui m'a fait la... Et c'est Gérard Lanvin. Un jour, je tourne un film avec lui, on est à la cantine, bref. Il me regarde, il me dit, Gérard Lanvin, quoi. Moi, je suis rien à côté de Gérard Lanvin. Il me dit, tu sais, Fred, tous les deux, on est des acteurs populaires. Je l'ai regardé, je dis, ouais. Il me dit, tu sais, on a de la chance. Je dis, ouais. Et il y a des années de ça, enfin, pas tant que ça, 10-15 ans. Et depuis ce temps-là, je me suis dit, oui. Quand on me dit, t'es un acteur populaire, mon Dieu, oui, quelle chance, quelle chance. Est-ce qu'il y a eu des épreuves dans votre vie? Bien sûr. Si j'ai eu des épreuves dans ma vie, on m'a dit, mon Dieu, oui, comme tout le monde, bien sûr, ouais. Des décès, des pertes d'amis, ouais. Ah, quand on pense à l'épreuve, la première chose qui me vient à moi, c'est les disparus. Bien sûr, bah oui. Ça, on s'en remet jamais vraiment. Non, puis moi, oui, et d'ailleurs, cette phrase qui dit « on va faire son deuil », mais c'est la foutaise, tout ça. Ça n'existe pas, le deuil. Ça existe, on fait avec. Les gens nous manquent toujours. Ouais, on fait avec, ça n'existe pas, le deuil. C'est des mots pour les autres. Les gens qui viennent vous voir et disent « tu vas faire ton deuil, le temps va passer ». Ouais, le temps va passer, mais le deuil, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour les gens qu'on aime, qu'on a perdus. Non. Alors après, on fait avec, puisqu'il faut bien vivre, puisqu'on est vivant, alors on avance.
Mais le deuil, c'est des mots pour faire plaisir à ceux qui ne sont pas touchés par ça. C'est des mots qui rassurent les autres. Mais ça m'énerve, ça. C'est pas possible de dire « Ah, il va faire son deuil ». Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait rien du tout. J'ai vu une série extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, qui s'appelle « Des vivants ». Je crois que c'est sur France 2 qui a démarré, là, sur les 11 personnes qui ont été prises en otage par les attentats du Bataclan. Et j'ai eu la chance de rencontrer, une des personnes, enfin bref, 11 personnes qui ont été coincées dans un couloir, pris en otage par les terroristes. Et il y a une série qui a été faite c'est après le Bataclan, comment ils se reconstruisent leur vie, comment ils font leur deuil justement, comment ils avancent dans leur vie malgré ce traumatisme horrible qu'ils ont vécu pendant 2h30. Pendant 2h30, ils ont eu peur de mourir. De ne pas revoir les femmes, les gens qu'ils aimaient, leurs femmes, leurs enfants, bref. Et c'est merveilleusement fait. Je conseille, je fais de la pub pour ça, mais c'est merveilleusement fait parce que ça raconte tellement de choses, de l'âme humaine, et c'est très bien fait, avec beaucoup de pudeur, beaucoup d'intelligence. C'est quelque chose de très très fort. Et je pense ça par rapport au deuil, par rapport à ces gens-là qui ont vécu ce truc-là, et que leur vie ne sera jamais la même. Et je pense qu'il y a des deuils d'entre nous, de gens qu'on a aimés, qui sont partis, qui sont morts. C'est pareil, qui sont partis, ça m'énerve cette phrase-là. Ils sont morts, voilà. Dont on ne se remet jamais. Bien sûr qu'on ne se remet jamais. Et oui, bah ouais. On peut retrouver une forme de joie? Oui. On peut retrouver la joie? Oui, bien sûr. Donc on garde cette blessure, mais oui. Ah oui, oui. La source de la joie revient. Mais bien sûr. Parce que cette joie, ça ne raconte pas « je ne t'aime plus ». Ça raconte « c'est la joie ». Et c'est quoi cette joie du coup? Comment? Alors c'est quoi cette joie après l'épreuve? Ça dépend de quelle joie. Il y a 1000 joies différentes. Hein. C'est 1000 joies différentes. La joie comme ça, de vivre. De manière empirique, ça ne veut rien dire. C'est la joie du moment. C'est pourquoi. En fait, c'est comme pour l'humour. Pourquoi on rit? On peut rire pour de mauvaises raisons. J'ai parlé d'une caricature. Qu'est-ce qu'il pourrait me trouver? Un raciste pourrait rire de quelque chose de très moche, et ça le ferait rire, qui vous feront pas rire, vous et moi. Ou un imbécile peut rire de quelque chose. On se dit, moi, je rirais peut-être alors. Non, mais je ne parle pas d'un rire imbécile. Moi, j'en ai un, vous inquiétez pas. Tout va bien. Mais le rire, c'est... Alors, le rire, c'est formidable, que ça veut dire oui, mais on peut rire pour des très mauvaises raisons. Donc, la joie en soi, toute seule, ça veut rien dire. Ça dépend pourquoi on est joyeux, ça dépend. Le dernier mot, c'est avenir. Ah oui? Ouais. Alors, avenir, j'ai évoqué un peu tout à l'heure, quand on me pose des questions sur le spectacle, sur autre chose, sur ma vie même, il n'y a pas mieux que l'avenir. Il n'y a pas mieux que ce que je vais faire plus tard, dans 5 minutes. Là, après vous avoir parlé. Je passe un moment formidable ici, entre parenthèses. C'est super. Non, ouais. C'est pas, je ne dis pas que ça sera mieux après. C'est pas mieux avant. C'est pas mieux après. J'en sais rien ce qui va se passer après. Mais ce que j'ai cette chance-là d'avoir 1000 projets personnels, artistiques, hein, ou de ma vie aussi. Il n'y a pas mieux pour moi, hein, que ce que je vais faire plus tard. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire même des choses où des fois je me dis ah merde, il va falloir que je fasse ça. Mais c'est mieux que il va falloir que je fasse des courses. Bon, voilà. Mais c'est mieux que les courses que j'ai faites avant, de toute façon. Donc j'ai pas la nostalgie des choses. J'ai la mémoire des choses. Oui, la mémoire. J'ai un grand respect pour ce que j'ai fait avant ou ce qui s'est passé avant. Oui, j'ai un respect pour ça. J'ai la mémoire de ça, bien sûr. Je n'oublie pas. Enfin, il y a des choses qu'on oublie, mais je n'oublie pas. J'ai la mémoire de ça. Mais il n'y a pas plus... pour moi, ce qui me construit, c'est l'avenir. Ce que je vais faire après. Vous avez beaucoup parlé depuis tout à l'heure de la chance. Est-ce que vous croyez à une forme de providence qui vous aurait guidé? Oh, je vous vois venir. On est sur KTO quand même, Frédéric On est sur KTO, bien sûr. Bien sûr. Oui, alors, on est sur KTO et je suis très heureux d'être ici. Parce que moi, je pense que je suis athée, je ne suis pas croyant.
Et je crois que vous le savez, et que j'ai été très bien accueilli ici. Je n'ai pas été, comment on appelle ça, transcendé par quelque chose. Mais je suis ouvert. Je ne dis pas que ça ne m'arrivera jamais. Je ne dis rien. Je suis très... voilà, vraiment, puis si vous saviez, tous les gens que je connais qui sont très croyants, de plein de religions différentes, et je les écoute avec passion, avec beaucoup d'intérêt. Une fois de plus, l'autre, hein, la rencontre. Voilà, donc je ne vais pas dire des grands mots là-dessus, je ne vais pas faire le malin. La chance, dans mon parcours de vie, pour l'instant, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi j'ai eu la chance ou pas. Je n'ai pas besoin de mettre une raison à la chance ou pas la chance. Je n'ai pas besoin d'avoir l'idée que quelque chose, ou que quelqu'un, ou qu'une force supérieure... Vous aurez accompagné. Voilà, je n'en ressens pas le besoin. En revanche, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui me parlent de leur foi, mais bien sûr, mais complètement, qui me parlent de leur foi, et qui en font et qui s'identifient avec, en fonction de cette foi-là, pour un Dieu. Et vous, vous diriez que c'est parce que vous n'avez jamais rencontré ou eu une expérience de cet ordre-là? Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il y a le mot à venir qui est écrit encore là. Ça se trouve demain matin, ça se trouve dans 5 minutes, je vous dirai autre chose. Oui. Oui, pour l'instant, non. Pour l'instant, dans mon chemin de vie et d'homme, je n'ai pas eu cette rencontre-là. Et vous n'avez jamais eu faim et soif de savoir, de chercher? Si vous saviez le nombre de bouquins que j'ai lus là-dessus, j'ai des amis juifs qui ont fait tout un travail. J'ai rencontré des rabbins, j'ai rencontré des prêtres, j'ai fait, j'ai fait beaucoup de... Vous avez cherché? Alors, c'est pas chercher, parce que si je cherchais, ça veut dire que moi, ça me manque pas, pour l'instant. Je n'ai pas de... Pour l'instant, ça ne me... Moi, sur les amis... Parce que, évidemment, à partir du moment où on parle de ça, très vite, on parle de la mort, de l'après. Mais d'ailleurs, l'avenir? Bien sûr. Moi, mon avenir, ce dont je parle, c'est mon avenir de mortel. Évidemment, sur l'après-mort, puisque c'est ça dont il est question, bien sûr, chez les croyants, chez vous. Enfin, je dis chez vous, peut-être que je suppose que vous êtes croyants, vous travaillez ici, mais peut-être pas, d'ailleurs, c'est pas obligatoire, tout va bien. L'avenir, la question qui se pose, c'est sur l'après. Pour l'instant, sur l'après, je n'ai pas la réponse. J'ai des questionnements, mais je n'ai pas la réponse. Je dis pas, mais oui, mais bien sûr, si c'est pas ça, obligatoirement ceci, non, je ne l'ai pas. En revanche, je n'ai pas un rejet, je n'ai même pas une peur de... C'est un point d'interrogation. Voilà. Donc c'est même pas être c'est peut-être athée, une réponse d'ailleurs, c'est peut-être ça la foi. J'ai des amis qui ont la foi qui me disent, moi tu sais, moi la foi, je la mets en doute, hein. J'ai beaucoup d'amis croyants qui, d'ailleurs, une grande partie de mes amis sont croyants d'ailleurs, qui me disent, tu sais, nous on passe notre temps à douter de notre foi, ce que je peux comprendre. On cherche et on marche à tâtons. Oui, parce que pour moi, de ce que j'en ai lu, de ce que j'ai vu, de ce que j'en ai échangé avec les gens qui ont la foi, il n'y a pas plus beau que la foi sans preuve. Je me pose la question sur les gens qui cherchent la preuve de Dieu, ou d'un Dieu, ou de quelque chose, ce que vous voulez. Et je pense que quand on a la foi, on n'a pas besoin de la preuve. On sait, on l'a, la foi. Donc la foi, c'est croire sans preuve. Ouais, je pense. Hein. Mais alors, c'est moi qui dis ça. Je ne sais pas quelle valeur ça a pour vous, ça ne pas grand-chose. Si, ça a beaucoup de valeur. C'est une réflexion que j'ai, oui. Je pense que la foi sans preuve, ouais, c'est la plus belle. Parce qu'il y a une forme d'amour, comme on aime sans preuve. Ouais. De gratuité. Oui, je pense. Je le pense sincèrement. Et les personnes qui vous ont quitté et que vous aimez, vous n'avez pas besoin de savoir qu'elles sont encore vivantes? Ah, mais je sais qu'elles ne sont pas vivantes. Pour vous, il n'y a plus rien qui reste qui vit? Alors ça, c'est autre chose, ce que vous dites. Je parle à cette caméra, mais il y a toutes les caméras qui... C'est un réflexe, comme elle est en face de moi. Voilà, je parle à cette caméra-là, je ne sais pas quelle est. Mais non, la personne qui est morte est morte. Ce qui reste d'elle, c'est moi, ce que j'en pense d'elle.
Je me dis que tant que je suis vivant, la personne qui est morte, que j'aime, il restera quelque chose d'elle, tant que je suis vivant. Donc c'est la mémoire. Ouais. Et les gens qui me... C'est comme les poupées russes. Voilà, je pense la personne qui n'est pas oubliée, et la personne qui est encore vivante. La personne qui est oubliée, qui est morte et qui est oubliée, elle est définitivement morte. Pour l'instant, j'en suis là. Laissez-moi faire mon chemin. Hein. Ah, on va vous laisser faire votre chemin. Oui, je sais bien, vous allez me laisser. Vous êtes bienveillant. Merci Je fais ce beaucoup. que je peux. Hein. C'est magnifique déjà. Frédéric Bourali, maintenant on va passer à la dernière partie de cette Déjà, émission. la dernière partie. Vous avez vu, je vous avais dit que ça passait vite. C'est pas possible. Bah ouais. Bon, ben super. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes dans Lumière intérieure, toujours avec Frédéric Bourali, toujours vivant. Ouais. Extrêmement vivant ici. Hein. C'est vrai ? On ne peut pas s'endormir. Hein. Je veux dire qu'on est très vivant. Hein. Ah, c'est vrai ? Oui. Vous n'avez pas eu l'impression de tomber dans une petite... Non. Rien de facile. C'est vrai ? Mais dans le bon sens du terme. C'était pas facile ? Non. Enfin, mais ça ne veut pas dire laborieux. Et qu'est-ce qui n'était pas facile ? Être actif dans sa tête. Il fallait... Enfin, j'en parle déjà au passé, mais on continue. On continue l'interview, là. Mais il faut être vigilant. Pas prudent, hein. J'ai pas été prudent du tout, moi, alors là. Vous avez dit le fond de votre cœur. Ouais. Ah oui, j'ai dit le fond de mon cœur. Après, en même temps, il faut se méfier des gens qui disent, moi, tu sais, je parle avec mon cœur, puis des fois, ou des fois, des gens qui disent, tu sais, moi, je dis ce que je pense. Et des gens qui disent ce que je pense, on se dirait, pense d'abord, puis tu parleras après. Alors, quel est le mot que vous avez préféré ? Ou peut-être un qui vous a déconcerté ? Non, il n'y a rien qui m'a déconcerté. Évidemment, je reviens dessus. Le mot rencontre, c'est tellement la base de ma vie. Donc, c'est vraiment la base. Hein. C'est la base. L'autre. Donc, oui. Vous avez de la gratitude pour ça ? Ouais. Pour toutes ces belles rencontres ? Ah, ça, oui. Et vous avez eu l'occasion de dire merci ? Oui. Oui. Il y a une personne à laquelle je pense. J'ai eu le temps de lui dire merci avant qu'elle s'en aille. Ça, c'est un cadeau. Oui, j'ai eu le temps de dire merci. Et alors, bonjour, merci, je t'aime, au revoir. Ça, je peux vous dire que c'est à la maison, chez nous, c'est... Oui. Important. Ouais. Mais voyez, tout à coup, j'y pense. S'il y avait vraiment quelqu'un qui était cette chance de votre vie et cette providence de votre vie, finalement, vous auriez envie de lui dire merci. Ah, complètement. Ah, mais tellement. Mais bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Oui. Ouais, c'est d'être reconnaît. Merci, c'est une manière de reconnaître le bienfait qu'on a reçu. Oui, on sent bien en vous écoutant que vous avez eu le sentiment que les choses avaient été un cadeau. Beaucoup de travail, mais aussi un cadeau. Ouais. Ah oui. Oui, un cadeau. Mais bien sûr. Oui. Mais tellement. Parce que c'est aussi en comparaison. C'est-à-dire que moi, je fais ce métier-là, j'en suis très heureux, tout ça. Mais je parle juste par rapport au métier. Mais mon métier, je vous dis, c'est ma vie. Donc quand je dis mon métier, j'ai l'impression de dire ma vie, ma manière de vivre. Enfin, pas ma vie, ma manière de vivre. Voilà, comment je conçois la vie. J'ai tellement d'exemples à côté de moi de gens qui ont beaucoup de talent, qui ne travaillent pas, où c'est difficile, je sais. Et puis, je sais d'où viennent mes parents, je sais d'où je viens. Hein. Je sais d'où je viens. Je sais mon père qui était manœuvre, ma maman qui vendait des fringues. Je sais la vie difficile qu'ils ont eue. Je sais, hein, tout ça. Je n'oublie jamais. Hein. C'est là, tout le temps. Ça me fait souvent sourire. Ça me fait souvent... Vous voyez, là, je suis accueilli dans un beau studio, quelqu'un formidablement gentil en face de moi, tout ça. Mes parents, ça a eu le 5e, du 1000e de ça de temps en temps dans leur vie. Ça leur a fait du bien. Bah ouais. Ils l'auraient tellement mérité, mais ils ne l'ont pas eu. Jamais. Non, ils ne l'auront jamais. Alors ils ont eu des joies. Ils ont eu des joies, heureusement. Ils ont vu votre parcours ? Comment ? Ils ont été témoins de votre parcours. Oui, heureusement. Donc ils ont su. Ouais. Ah, ça, c'est un cadeau aussi. Ah ouais, ça. Alors que mon père meurt, j'ai vécu un truc merveilleux avec lui. Il habitait à Moulins, mon papa. Et un jour, je commençais déjà très connu, même avant ça de ménage, enfin peu importe. Et un jour, le service culturel de Moulins m'appelle pour dire, écoutez, on aimerait bien que vous veniez faire une journée de dédicace, tout ça. En général, je ne le fais pas, mais là c'était à Moulins chez mon père.
Mon père vivait, mes parents étaient séparés. J'appelle mon père, je dis papa, je vais venir. Et là, il y a le maire qui me reçoit. Et pour mon père, vous voyez, une immense fierté. Bah ouais, c'était merveilleux. Et je dis papa, tu te mets à côté de moi, tu prends les photos, il me file les photos. Vous voyez qu'ils l'ont eu ce moment. Ouais. Et c'était merveilleux. Et il y a même des ouvriers, des vieux ouvriers qui venaient voir mon père. Ah, lui, ton fils, etc. Et pour mon père, ça j'ai pu régler pas mal de choses. Pas tout, mais quand même pas mal de choses ont été réglées. Voilà, j'ai pu faire participer mon père à ça. J'avais des trucs à régler avec lui, mais ça a fait partie d'une manière de dire pardon, une manière de dire merci, une manière de consoler ce qui avait été raté. Bah, tout n'est pas réglé, il ne faut pas non plus. Ouais. Mais ça a beaucoup fait. Ouais. Ça a mis beaucoup de baume, beaucoup de miel sur les blessures. Alors, je ne sais pas si on met du miel sur les blessures. Non, je ne crois pas. À mon avis, ça s'infecte. Je ne suis pas certain que ce soit très efficace. Ouais, oui, ce que je veux dire. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Bourali. On était heureux d'entendre ce bel échange et cette belle histoire. Ouais. Je rappelle votre actualité, la pièce Les Grands Enfants. Les Grands Enfants avec Éric Logérias, qu'on joue en tournée dans toute la France. C'est un super spectacle, vraiment, sur l'histoire d'amitié et d'éducation. Et quand deux amis disent à l'autre, quand il y en a un qui dit à l'autre, tu sais, t'as pas bien éduqué ta fille ou ton fils, c'est chaud, ça se passe pas bien. On n'aime pas. Mais ça reste une comédie, mais pas que, grâce à ça. Et c'est des auteurs merveilleux que je connais bien, avec qui j'ai eu la chance de jouer beaucoup. Il s'appelle Nicolas Poiret, qui est le fils de Jean Poiret, et Sébastien Blanc, qui écrit des comédies assez élégantes, je dirais. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour revoir cette émission, rendez-vous sur ktotv.com. Merci beaucoup, Frédéric Bourali. C'est moi qui vous remercie. Vous nous avez offert un bon moment. Merci Écoutez, infiniment. je l'espère. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment. Après, débrouillez-vous. Ça, c'est bien. Faites-en ce que vous voulez. Moi, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.